Bonjour à toutes et à tous. C'est un exercice un peu particulier. On m'a demandé de parler des pactes successoraux en droit suisse. Alors, les pactes successoraux, je vais d'abord vous présenter le pacte successoral de manière générale, puisqu'on appelle le pacte d'attribution, qui est un pacte positif, et celui qu'on utilise beaucoup en pratique, qui est le pacte de renonciation. Alors c'est un instrument qui est très particulier, qui est à ma connaissance, en tout cas par rapport à la France, propre au droit suisse. C'est vraiment un contrat pour cause de mort, et puis qui va lier le decujus et un tiers. Le tiers, ça peut être un héritier, ça peut être un tiers complet, qu'on appelle le co-contractant. C'est vraiment un des instruments qu'on utilise beaucoup pour planifier la succession de notre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sécurité et fiabilité, étant précisé aussi dans la vraie vie qu'on fait attention quand on l'utilise, parce que quand on fait de la planification, on a toujours tendance à dire qu'on planifie pour 5 ou 10 ans, la vie étant toujours plus compliquée que ce qu'on apprend. Il peut y avoir des divorces, des remariages, des nouveaux enfants, donc c'est un instrument qui fonctionne très bien, mais manié avec précaution. Il est régi par le Code civil suisse, c'est par petite référence. Alors ici, vous avez le Code civil et le Code des obligations, c'est toujours une certaine joie, et je sais que certains politiciens français aiment bien comparer votre code du travail à notre droit du travail. Vous avez tout le droit du travail suisse aussi là-dedans. Donc ça, c'est une autre façon, on a notre côté très très germanique. Ceci étant dit, vous avez le contenu donc au 494 et au 512 pour la forme, ce sera l'occasion de parler des notaires. Juste, on distingue donc pacte attributif, pacte de renonciation, mais vous avez également dans le pacte la possibilité de mettre des charges, de désigner un légataire, des conditions, des règles de partage. La substitution, en droit suisse, on a la substitution vulgaire et la substitution fidei-commissaire, qui permet de planifier en fait première et deuxième génération, on ne peut pas aller au-delà. Puis vous avez évidemment toutes les prescriptions assez classiques, rapports, réduction. On peut tout prévoir par pacte. C'est juste ce qu'on peut prévoir par pacte. La plupart des choses, on peut le prévoir par testament également. L'avantage du pacte, c'est que c'est vraiment un contrat qui lie. C'est l'énorme différence. Alors juste, on ne peut pas faire n'importe quoi comme pacte. Il peut y avoir un pacte illicite ou immoral. Dans la vraie vie, on les voit relativement peu. Pourquoi on les voit relativement peu? On viendra sur les conditions de forme. C'est parce qu'on doit passer devant un notaire. Donc a priori, quand on passe devant un notaire, on peut espérer, en tout cas pour le caractère illicite ou immoral, qu'on n'aura pas trop de difficultés à cet égard. Exemple de caractère illicite, un pacte qui serait destiné exclusivement à éluder le fisc suisse, un pacte qui serait destiné exclusivement à éluder le fisc français, serait considéré comme immoral. On considère que c'est une contrariété aux mœurs et non au caractère d'illicéité, parce que finalement, ce n'est pas du droit suisse. Et puis, vous avez en dessous, je ne résistais pas à vous donner, mais vous avez, je crois, la même chose, le numerus clausus des dispositions pour cause de mort. On ne peut pas prévoir n'importe quoi. Donc, je vous les ai toutes mises. Je pense que c'est, enfin, je ne vais pas les commenter, ce n'est pas l'objectif ici, mais comme ça, au moins, vous les avez, qui sont directement à l'écran ou dans le PowerPoint. C'est probablement la seule chose ou ce qu'il y a de plus important. Pacte successoral irrévocable, caractère contraignant. Les dispositions testamentaires précédentes, je viendrai sur les postérieures, mais précédentes sont évidemment attaquables. De toute façon, on a le principe, à savoir que les nouvelles dispositions pour cause de mort, en principe, l'emportent sur les anciennes, ce qui est aussi valable pour le testament. La même chose pour le pacte. Puis si on veut modifier le pacte, parce que ça arrive, et puis ça peut poser dans la vraie vie un certain nombre de difficultés quand finalement on souhaite modifier le pacte, il y a évidemment le commun accord, avec une difficulté qu'on rencontre actuellement, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais avec des gens qui ont tendance à perdre leur capacité, l'âge avançant, et puis tout d'un coup on se rend compte quelques années avant le décès que la planification faite par pacte était inadéquate, et du coup ça peut être tant le futur decujus que le co-contractant. Donc si vous voulez, on peut doubler un peu la difficulté de modifier. On peut évidemment
révoquer le pacte si on a un motif d'exhérédation. L'exhérédation en droit suisse, c'est essentiellement si on a des violations graves des devoirs de famille, ou bien dès qu'on commet une infraction pénale. C'est extrêmement rare quand même d'avoir des cas d'exhérédation. Pour l'inexécution, c'est encore un peu différent. Je propose de le mettre de côté parce qu'on est vraiment un peu dans la systématique de droit suisse. Vices de forme. Les vices de forme, c'est évidemment relativement rare parce qu'on a le notaire qui les a préparés. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la forme en tant que telle en Suisse est chaque fois régie par du droit cantonal. Si vous voulez, le principe de la forme authentique est régi par du droit fédéral. Et puis c'est après du droit cantonal privé. Donc ce ne sera pas exactement la même forme à Lausanne, à Genève ou en Valais. Et vu qu'on a un parterre de professionnels, on va même un peu plus loin en Suisse. On peut avoir la double casquette d'avocat notaire dans certains cantons, traditionnellement les cantons catholiques. Et on ne peut être que avocat ou que notaire dans d'autres cantons. Si on prend Genève et Vaud, on ne peut être qu'avocat ou que notaire. Chez nos amis valaisans, on peut être les deux, la même chose à Fribourg. Et puis je suis encore que dans le notariat latin, on sait que pour les alémaniques, c'est autre chose. Donc vice de forme, en principe, ça ne pose pas trop de difficultés. Vice dû à l'incapacité de disposer, c'est vraiment le classique. Pour ceux qui font des litiges, c'est les fameux tests MOCA après coup pour voir quelle était la capacité de discernement de la personne. Les vices de la volonté, c'est un peu plus compliqué, et notamment une situation qu'on rencontre assez fréquemment en pratique qui est double. C'est le pacte qu'on a imposé à ses enfants jeunes majeurs, certes qui en tant que tels ont parfaitement la capacité, mais qui en réalité se retrouvent coincés parce qu'ils sont soit dépendants encore financièrement des parents, soit il ne faut pas rêver. Ce n'est pas forcément à 20 ans qu'on a encore l'expérience nécessaire pour se dire est-ce que je renonce ou pas. Et ça vraiment, nous, on essaye d'éviter de le faire quand on a des clients qui viennent. Et l'autre schéma assez classique qu'on a l'occasion de voir, spécialement dans les pactes d'annonciation, c'est le deuxième mariage. Et puis finalement, on a été marié une première fois. Généralement, on a partagé la moitié de sa fortune, donc la deuxième fois, on fait une séparation de biens. Et en plus, on prévoit que son conjoint ne sera pas forcément héritier. Mais évidemment, ça suppose généralement de dire ce à quoi on renonce. Et là, on peut avoir des problèmes d'erreur si l'intégralité, ou en tout cas une bonne partie du patrimoine n'a pas été annoncée, ou en tout cas n'était pas susceptible d'être connu. Donc on est vraiment en droit contractuel. On peut reprendre un peu les schémas. C'est une action. Alors le principe, c'est une annulabilité. C'est marqué action en nullité, mais en réalité, schéma classique, on a la même chose pour les testaments en droit suisse. On favor testamenti ici, même si on est avec des pactes successoraux, ce n'est pas une nullité comme en droit des contrats, ça suppose de la faire valoir. Si on ne la fait pas valoir, c'est une annulabilité, une des personnes, et la principale n'étant plus là. Les vices entraînant la nullité absolue, c'est extrêmement rare, ce serait la contrainte physique. On le voit dans 2, 3, 4 testaments où finalement on prend la main de la personne et là on considère que c'est radicalement nul. Pour un pacte successoral devant un notaire, je dois avouer que j'ai un peu plus de peine à imaginer le scénario, mais on peut toujours tout voir. On a dans toutes nos professions de temps en temps un certain nombre de personnes, on peut être surpris de la manière dont ils agissent. Pacte successoral, il distingue des contrats relatifs à la succession d'un tiers. On a en droit suisse ce qu'on appelle le pacte sur succession non ouverte, à savoir que des futurs héritiers se mettent d'accord. C'est un engagement contractuel qui n'est valable qu'avec l'accord du futur decuius, mais qui lui conserve toute sa liberté. L'engagement de ne pas faire des dispositions pour cause de mort, c'est également un engagement qu'on peut prendre. Testament conjonctif, on ne l'a pas en droit suisse, à savoir qu'on ne peut pas avoir sur le même document manuscrit la double signature, abandon de biens, donation à cause de mort et contrat de mariage. On n'est vraiment pas dans la même problématique. Le pacte successoral, c'est vraiment un engagement contractuel du decuius et d'un tiers de régler un des aspects ou toute la succession du decuius. Le pacte d'attribution, vous avez l'alinéa premier de l'article 494 ou 494 qui s'affiche.
peut s'obliger à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. Donc là, c'est vraiment, et c'est ce que vous avez qui est indiqué en gras, c'est un engagement unilatéral de ne pas révoquer. À partir du moment où vous avez un pacte d'attribution, finalement, ce pourquoi on s'est engagé, le decuius doit le respecter. En ce qui concerne le co-contractant, dans ce type de situation, lui, il reste libre, hein, typiquement. S'il a été institué héritier, ça ne veut pas dire qu'il va devoir rester héritier après. Vous avez, j'ai un temps qui m'est imparti, il y a d'autres sujets qui m'intéressent un peu plus, mais on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une stipulation pour autrui quand c'est en faveur d'un tiers. Et puis, vous avez à la fin, peut porter sur l'institution d'héritier un legs, mais également sur toute disposition pour cause de mort qui n'est pas unilatérale. Disposition pour cause de mort unilatérale en droit suisse, désignation d'un exécuteur testamentaire, essentiellement, et puis reconnaissance d'un enfant. Si on prend, c'est généralement vraiment les deux principales, on peut les mettre dans un pacte successoral, mais ça reste des dispositions unilatérales. Ça paraît important. Pouvoir disposer, le decuius continue à disposer librement de ses biens. Donc il ne s'est pas engagé de son vivant, il est parfaitement libre d'un point de vue de son pouvoir disposer, de continuer à utiliser sa fortune, on verra pour les donations. Et ça, c'est valable finalement jusqu'à sa mort. Après la mort. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est un article qui est rentré en vigueur début 2023. On a une modification du droit des successions en 2023. C'est un autre article avant. En réalité, on sait que c'est 10 juristes, 11 avis. Certains ont estimé que ce n'était que la codification de la jurisprudence du tribunal fédéral. D'autres ont estimé que c'était une vraie volonté du législateur. Peu importe. J'aime beaucoup évidemment la théorie, mais quand on est les mains dans la pratique, on fait également avec le texte qu'on a. Ça nous dit quoi? C'est qu'on peut attaquer tout ce qui a été fait de manière postérieure et qui est inconciliable avec le contenu du pacte, y compris le cas échéant les donations, sauf si on les a réservées dans le pacte. Alors, ça paraît évident quand on l'a maintenant sous les yeux, les notaires actuellement font attention à le prévoir. Je me permets d'attirer votre attention sur comme une petite difficulté évidemment qu'on a actuellement en pratique, qui n'est pas encore totalement tranchée, c'est que ce texte est rentré en vigueur en 2023, mais il y a évidemment des pactes successoraux qui datent d'avant, qu'on n'a pas forcément modifiés parce que les gens ne veulent pas forcément les modifier, et se pose quand même la magnifique question de savoir, dans les anciens pactes, si on ne s'est pas réservé le droit de faire des donations, est-ce que c'est attaquable ou pas? Les dispositions transitoires à cet égard, quant au droit applicable, nous aident relativement peu. Donc c'est un des sujets actuellement qui fait un peu souci dans pas mal de planifications successorales, c'est de savoir finalement, est-ce qu'il y aura un moyen d'attaquer après coup un certain nombre, surtout de donations. Je dois avouer que les dispositions pour cause de mort qui viennent postérieurement, généralement, ce n'est pas ça qui pose trop de difficultés. Le pacte de renonciation, juste avant de venir sur le pacte de renonciation, et en technique notariale, je vous parlais avant des clauses bilatérales ou unilatérales. Quand le notaire fait bien son travail, il prévoit directement dans le pacte quelles sont les clauses bilatérales et quelles sont les clauses unilatérales. Parce que ce n'est pas parce que c'est un contrat qu'on ne peut pas avoir de clause unilatérale. L'exemple classique, c'est les familles recomposées, où finalement on a désigné ces beaux enfants comme héritiers. Et puis, il peut y avoir un divorce. Alors, le divorce fait tomber toutes les dispositions pour cause de mort, mais est-ce que ça fait tomber les dispositions en faveur des beaux enfants? Et puis, on peut avoir, tout d'un coup, le fait qu'on ait désigné ces beaux enfants comme héritiers, madame meurt, puis après, on fait un testament, finalement, on désigne quelqu'un d'autre. Est-ce que, par pacte, on s'était vraiment engagé à désigner ces beaux enfants? Est-ce que c'était bilatéral ou unilatéral? Quand on veut éviter les problèmes, on précise directement dans le pacte
qu'est-ce qu'est bilatéral, qu'est-ce qu'est unilatéral. Ça vous donne un petit aperçu des conflits qu'on peut avoir et vous pouvez toujours compter sur les avocats pour finalement venir plaider un certain nombre de choses. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que on commence par, en planification, par regarder quelle est la vocation légale et on ne bouge rien du tout si la vocation légale convient. Le classique, c'est le suivant. J'ai une épouse et 4 enfants. En droit suisse, ça fait moitié pour l'épouse, moitié pour les 4 enfants. Je trouve malin de faire un testament qui dit « J'institue héritier mon épouse et mes 4 enfants ». Est-ce que je confirme la vocation légale ou est-ce que je veux que chacun ait une part de 20%? Ça ne sert absolument à rien, donc j'imagine que vous faites la même chose en France. Le pacte de renonciation. Le pacte de renonciation, c'est vraiment un instrument, j'aurais tendance à dire, qui est encore plus utilisé que le pacte d'attribution. Pourquoi? Parce qu'il permet en réalité d'exclure un futur héritier réservataire de sa succession. On parle beaucoup, en tout cas en Suisse, des familles composées dans un contexte de droit de la famille, un droit de garde, créance en aliments. On en parle encore relativement peu dans un contexte de succession. Nous, à l'étude, 80% de nos dossiers de litige, ça concerne des familles composées. Si je fais de la sociologie bas de gamme, enfin, papa décède, c'est souvent monsieur qui décède en premier, c'est feu libre sur la belle-mère. Donc ça fait qu'on essaye, via les pactes de renonciation, de planifier un tout petit peu ou d'éviter ce genre de difficultés. On peut évidemment faire un pacte de renonciation avec un héritier non réservataire, mais ce n'est pas utile, il suffit en réalité de l'exclure par testament. Donc le pacte de renonciation concerne essentiellement, voire que les héritiers réservataires. L'intérêt, on met aide à un réservataire ayant des besoins financiers immédiats. On est toujours plus à l'aise quand c'est marqué ça par écrit. En réalité, il y a aussi le fait de dire « Mon fils, tu es gentil, tu n'aimes pas beaucoup ta belle-mère. Combien veux-tu, hic et nunc, pour éviter dans 5, 10, 15 ou 20 ans à participer à ma succession comme héritier réservataire ?» Et encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, on l'applique également beaucoup pour les deuxièmes époux, enfin deuxième épouse ou deuxième époux, qui vont renoncer assez régulièrement à la future succession, moyennant soit un versement, ça peut être fait à titre gratuit, ça me permet d'enchaîner, soit moyennant paiement. Alors, la contre-prestation, ça peut être quoi? Ça peut être une disposition pour cause de mort aussi. On peut parfaitement dire « je renonce contre un legs ». On le voit assez peu. C'est généralement transfert de valeurs qui ont lieu du vivant ou de manière échelonnée. Alors juste, on va le prendre en considération, c'est la référence que vous avez à l'article 527, chiffre 2. C'est des montants qu'on va prendre en considération pour calculer la réserve des autres héritiers réservataires à titre de réunion. Donc évidemment pas à titre de rapport, ne rapporte que les héritiers, mais à titre de réunion, c'est un montant qui sera pris en considération. Et nous avons actuellement une magnifique controverse sur le fait de savoir est-ce que la contre-prestation doit être passée en la forme authentique ou simplement en la forme écrite. Donc, la renonciation doit avoir lieu en la forme authentique, mais est-ce qu'on a un seul contrat et tout est soumis à la forme authentique, ou est-ce qu'on a finalement un contrat ou un cumul de contrats et les autres, c'est simplement, le cas échéant, la forme écrite? Ça a des implications pratiques relativement importantes parce qu'on peut imaginer que si c'est la forme authentique, ce que je ne pense pas, et ce n'est pas tranché par le tribunal fédéral, il suffirait qu'on ait oublié la moindre contre-prestation pour que finalement le tout tombe. Et toujours est-il que c'est un type de question qui actuellement pose un certain nombre de difficultés. Je suis très à l'aise pour en parler, parce que j'ai un article qui doit paraître, si ce n'est, ces prochains jours, sur la question. La doctrine un peu plus ancienne estimait qu'il fallait forme authentique et forme écrite. La doctrine moderne, que forme authentique. J'ai un côté vieux jeu, donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qui avait été écrit
il y a quelques années. La loyale échute. Alors, on écrit, vous permettez que de temps en temps, et je crois que je l'ai dit, je le dis avec beaucoup de sympathie vu que j'ai la double nationalité, mais on a un droit qui généralement est, de mon point de vue comme francophone, un peu plus simple d'accès que le droit français. On n'a pas l'impression d'écrire en vieux François, mais de temps en temps, on a quand même quelques termes. La loyale échute, c'est simplement le fait que si la renonciation du co-contractant ne se réalise pas parce que finalement il y avait une institution d'héritier en même temps et il y a un décès, ben, la renonciation tombe. Dans ce cas-là, en pratique, ça se fait relativement peu. Par contre, ce qui est un grand classique, le fait que le pacte est opposable aux descendants du renonçant. Pourquoi il est opposable aux descendants du renonçant ? Parce que finalement, si on a un héritier réservataire qui renonce, j'imagine que c'est la même chose en France, il est considéré comme prédécédé. S'il est considéré comme prédécédé, le risque, c'est que ses propres enfants, eux, soient considérés comme héritiers réservataires, donc en principe, totalement opposables. Je reviens en arrière. Co-contractant ne devient pas héritier, il peut évidemment quand même se faire instituer héritier, légataire, parce que finalement, ça ne fait qu'augmenter la quotité disponible du decujus. C'est ça aussi l'objectif du pacte successoral, c'est qu'en réalité, on paye la réserve à l'héritier réservataire, et donc finalement, on a notre quotité disponible qui augmente. Je ne sais pas si la technique est relativement claire. Important. Bon, ça, c'est plus du côté des créanciers, hein. Mais on sait que certains créanciers se réjouissent que leurs débiteurs héritent. Vous l'avez à l'écran, aucune protection des créanciers si on renonce finalement à sa qualité d'héritier réservataire, même à titre gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on renonce à une expectative. Donc en tant que tel, on estime que ça ne vaut pas directement dol ou bien action révocation. Vous avez vu pour le 494 que l'article qu'on avait avant, que ça protège les créanciers héréditaires dans le cadre de la succession du decujus. Dans tous les cas, les créanciers, évidemment, vont pouvoir faire valoir leurs prétentions contre la succession. Et alors, en seconde noce, sont plutôt les enfants qui renoncent par anticipation à leur réserve, ou c'est l'épouse ? Enfin, l'épouse. Enfin, je le suis conjoint. Caricatural, mais c'est le énième conjoint. Ouais. C'est le énième conjoint qui renonce, par avance. Et puis, mais ça permet vraiment, ça permet de planifier, parce que là on parlait surtout d'un decujus, ou d'un futur decujus. En réalité, si on va jusqu'au bout de l'exercice, il arrive assez souvent qu'il y ait deux futurs decujus, parce qu'en réalité, c'est les conjoints qui ensemble prennent des dispositions croisées. Dans un monde idéal, on fait participer les enfants pour qu'ils soient liés. Donc c'est pas juste, une personne. Et il est assez évident que la responsabilité là du notaire qui doit expliquer est quand même extrêmement grande. Hein. Et est-ce que vous l'utilisez comme substitut de testament conjonctif, puisque comme en droit français, le testament conjonctif n'existe pas, mais vous avez tout de même, vous, ces pactes qui vous permettent de je pense que c'est presque... de pallier cette difficulté. On l'utilise clairement comme substitut dans le sens que quand il y a des dispositions réciproques, ça c'est une évidence, mais avec le fait qu'en plus il y a un caractère contractuel. C'est pour ça quand je disais... il y a des cas où, puis ça, nous, on en parle avec les clients, est-ce que vous voulez que ce soit bilatéral ou unilatéral ? Parce que sinon, après, c'est de l'interprétation. Et vraiment, ça permet du coup, en précisant ce qu'on estime être purement contractuel, de ce qui est purement, entre guillemets, disposition pour cause de mort, qu'on peut changer, c'est assez efficace. J'en profite juste, j'ai parlé de l'exécuteur testamentaire avant, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est connu. On utilise le même terme en droit suisse. On a tous les faux amis, et l'exécuteur testamentaire est clairement un faux ami. L'exécuteur testamentaire, j'étais dernièrement chez une notaire à Marseille, comme exécuteur testamentaire, on a un pouvoir de disposition complet sur les biens.
Ouais. J'ai délivré comme legs des appartements à Nice. J'ai tout pouvoir de le faire sans surveillance. Ma responsabilité le cas échéant, mais on est totalement investi du pouvoir de disposer. Hein. Donc quand on dit que c'est une disposition unilatérale, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'en fait on donne les clés de son patrimoine à quelqu'un d'autre. Hein. Mais je vois sourire. Ah oui, parce que je suis régulièrement exécuteur testamentaire en Suisse et on a tout pouvoir. On peut partir avec la caisse. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la fonction extrêmement encadrée, particulièrement en présence d'héritiers réservataires, qui peut exister en France. Là, c'est vraiment un faux ami. Et d'ailleurs, c'est une responsabilité énorme. Hein. On s'assure, on prévient l'assureur des montants sur lesquels on va travailler. C'est pas du tout la même chose qu'en droit français. Oui. Et puis pour la petite histoire, sur l'exécuteur testamentaire, mais ça permet, vous l'avez peut-être vu, ou de faire une digression sur le fédéralisme suisse. Hein. Nous, on n'a pas droit on n'a pas d'impôt successoral fédéral. Hein. Chez nous, c'est chaque fois par canton. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu de concurrence fiscale entre cantons, mais si on prend par exemple le canton de Vaud, l'exécuteur testamentaire est débiteur solidaire des impôts successoraux. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où il peut tout délivrer, c'est pour éviter qu'il délivre tout à des héritiers par hypothèse à l'étranger, et puis que l'impôt successoral, parce qu'il y en a quand même, ne soit pas réglé. Donc la technique qui a été utilisée, c'est de dire... ce n'est pas ton patrimoine, certes, mais assure-toi que l'impôt soit réglé. C'est une technique qui fonctionne assez bien. Donc, voilà. C'est une fonction très, très responsabilisante. Ouais. Oui. Et ne jamais croire d'ailleurs qu'il n'y a pas d'impôt ou qu'un petit impôt. C'est vrai que les Français ne connaissent pas les centimes additionnels. Et là, ça change totalement la surface de l'impôt. La Suisse est un paradis fiscal, mais pas pour tout le monde. Hein, et clairement pas pour le citoyen, le citoyen ordinaire. Pacte successoral, c'est souvent aussi chez nous, dans le cas de la planification ou de litige, c'est souvent en réalité comme ça qu'on va éviter ou qu'on transige des litiges. Hein, parce qu'on peut très bien prévoir, dans le cas de la succession de papa, finalement, un certain nombre d'accords, et puis à la succession de maman qui va venir, on dit, ok, alors maman, on te laisse ça dans le cadre de la succession de papa, ou belle-maman, par contre, on va conclure un pacte successoral d'attribution, où on sera directement héritier. Ça permet une certaine souplesse aussi pour résoudre les litiges successoraux. Donc, ce n'est pas qu'en planification qu'on l'utilise, on l'utilise également en litige. Nous, à l'étude, on fait, j'aurais tendance à dire, comme avocat, on fait 60% de succession, donc cette étude. Donc c'est quand même une bonne part de notre activité. Et sur ce 60%, on fait probablement de nouveau 60% de litiges. Tant en Suisse, alors on ne va jamais plaider à l'étranger, mais avec un certain nombre de dossiers ouverts. Et j'imagine que c'est comme en France, c'est pour ça qu'une planification bien faite vaut toujours la peine. Les dossiers successoraux, c'est les derniers à être traités, parce que même chez nous, c'est un problème de riches. Avant, on a les divorces, le pénal, etc. Donc un dossier pas compliqué successoral, il dure 7-8 ans. Un dossier compliqué, j'en ai un, c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas être chez vous le 19, où je vais plaider, et on n'est pas en partage, on est en pétition d'hérédité, c'est quelque chose d'un peu particulier pour un décès de 2011, procédure ouverte en 2012, nous sommes en première instance en 2026, avec une succession qui est loin d'être partagée. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça peut valoir la peine, quand on parle de pacte, de mettre tout le monde autour de la table et de bien planifier. Vous nous avez expliqué que les pactes successoraux pouvaient être compatibles avec des dispositions testamentaires. Est-ce qu'il n'existe pas une certaine concurrence entre les deux dispositions ? C'est-à-dire qu'on va faire un pacte successoral et puis au final, on va se dire pourquoi j'aurais besoin de faire des dispositions testamentaires ? Alors si je reformule, alors si vous voulez, le pacte successoral peut laisser la porte aux dispositions testamentaires, hein, y compris postérieures, notamment si ce n'est pas incompatible ou si on s'est laissé la possibilité. Mais ça peut être également
très succinct le pacte. Si vous deviez être mon fils d'un premier lit, on signe un pacte successoral de renonciation où je vous verse un montant X. Je conserve encore toute ma liberté de prendre des dispositions testamentaires comme je le souhaite. On voit d'ailleurs assez régulièrement, c'était une de vos questions par rapport à quand est-ce qu'on le fait signer, puis au nouveau mariage ou au nouveau conjoint. Assez souvent, en réalité, c'est un pacte qui ne concerne qu'un héritier réservataire, quand c'est des pactes d'annonciation, et ça laisse toute la liberté de prendre des dispositions pour cause de mort, sinon. Donc, il faut chaque fois être évidemment extrêmement prudent, mais ça, je pense que vous le savez, quand on se dit je révoque pas, qu'est-ce que je révoque, enfin voilà. Mais c'est parfait, ça peut être parfaitement compatible et ça laisse cette possibilité. Et ça accroît d'autant la quotité disponible. Donc toi, mon fils aîné, je te donne 500 000 francs. En contrepartie, tu ne viens pas à ma succession et j'accrois d'autant la quotité disponible de ta quote-part. Absolument. C'est bien ça, hein? Absolument. Étant précisé que vous n'allez pas pouvoir vous plaindre, vous, en disant, quand j'ai reçu les 500 000 francs, oui, c'était plus ou moins le montant de ma réserve, mais maintenant, elle serait de 2 millions. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous êtes protégé parce que si, par hypothèse, la fortune a baissé, alors ça rentre dans le calcul des réserves de vos co-héritiers, mais vous allez pouvoir faire valoir votre réserve. Alors, vous devrez peut-être restituer quelque chose parce qu'en fait, vous avez trop reçu. Mais dans ce cas-là, vous ne perdez pas totalement votre réserve. C'est une exception qu'on peut faire valoir en disant j'y ai renoncé. Si je n'avais pas renoncé, voilà quelle aurait été ma réserve. C'est l'article 535 qui est cité dans les slides. Donc oui. Et effectivement, le but, c'est d'augmenter la quotité disponible. On le voit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en 20 ans, moi j'ai eu 3 fois cette magnifique phrase, et on sait ce qui va arriver. Il faut quand même que je vous dise. Il faut quand même que je vous dise est généralement un enfant hors mariage. On est reconnu généralement, connu ou pas du conjoint, on ne sait pas trop. Mais là, la technique du pacte successoral, précisément, fonctionne assez bien parce que finalement, c'est aussi une manière, je mets de côté les aspects émotionnels, mais c'est aussi une manière de désintéresser un enfant qui finalement n'a jamais participé à la vie de famille, plutôt que de faire partie de la communauté héréditaire avec tout ce que ça implique. Moi, si j'adore le droit des successions, c'est parce qu'en réalité, c'est pas tellement pour le droit, c'est pour c'est les vraies tranches de vie. Ah oui, toutes ces tranches de vie. On est d'accord. Fantastique, oui. Et il n'y a aucune, je dis toujours, toutes les familles sont dysfonctionnelles, si vous voulez. La famille comme on la connaissait. Voilà. Est-ce que ça inspire encore d'autres questions sur les pactes successoraux ? La fiscalité des pactes successoraux, lorsque, si on repart de notre exemple, l'enfant que l'on a exclu a perçu ses 500 000 francs immédiatement. En principe, c'est considéré comme donation. Voilà, donc on va le qualifier comme étant une donation. Absolument. Et on va le taxer en tant que tel, ou l'exonérer selon le canton. Ou l'exonérer selon le canton. Ouais. Alors là, après, on rentre dans la cuisine cantonale et selon son lieu de mais absolument. Et c'est le lieu de domiciliation du donataire ou du donateur qui va qualifier la fiscalité ? Alors, c'est le lieu de domiciliation de celui qui donne. D'accord, donc donateur. Oui, absolument. Étant précisé, mais les impôts en Suisse, ça reste évidemment un vrai sujet. On a des cantons où il y a vraiment des normes, il y a d'énormes différences. Quand on parle d'impôts à des gens domiciliés en France, généralement ils esquissent un petit sourire parce que, voilà, mais il y a comme des cantons où ça peut coûter très cher. Quelle proportion ? Ça peut aller jusqu'à 50% pour les tiers. Ah ouais. Non, oui. 60% en France, on n'a jamais que 10% de différence. Ouais, c'est pas énorme. C'est plus en ligne directe chez nous que c'est clairement intéressant. avantageux. Ouais. Étant précisé que dans le canton de Vaud, il y a un impôt en ligne directe. Notre ancien ministre des Impôts disait qu'il faut tondre le contribuable sans l'écorcher. Ce qui est resté célèbre. Mais si vous allez en Valais, il n'y a pas d'impôt en ligne directe et ils ont même admis... Genève non plus. Et les Valaisans ont même admis, ce qui est très surprenant pour un canton catholique, qu'il n'y ait plus d'impôt entre concubins quand on arrive à prouver le concubinage, ce qui là est une vraie... Mais c'est une vraie révolution, parce que c'est quand même extrêmement rare, les endroits où il n'y a pas d'impôt entre
entre concubins, donc on peut avoir, y compris à l'interne de la Suisse, un vrai intérêt selon comment à se domicilier ailleurs. Parce qu'évidemment, les concubins, en principe, sont taxés comme tiers à 50%. Et on n'a pas le Pacs. On l'avait, on l'a plus. Parce que maintenant, on a vraiment le mariage pour tous. Donc la technique du partenariat enregistré, les anciens sont toujours valables, mais on ne peut plus en faire de nouveaux. Et en Suisse, c'était de toute façon entre personnes de même sexe. On n'a jamais eu le Pacs à c'est pour ça la française. On prévient toujours les frontaliers qui sont pacsés de se marier avant de passer la frontière pour s'installer, puisque le Pacs hétérosexuel n'a jamais existé. Donc c'était le substitut de mariage pour les couples homosexuels. Donc ils seront traités comme des concubins, d'où l'intérêt, s'ils ne se marient pas, de bien choisir le canton pour éviter la fiscalité à 50%. Nous ne sommes rien d'autre que le petit coin de l'Hexagone. Je parle de la Suisse romande. Mais si on tire un trait de Annecy à Strasbourg, ou à Nancy, si je ne dis pas de bêtises, on y est grosso modo. Donc, voilà. Oui, vous nous avez expliqué que le pacte successoral permet d'augmenter la quotité disponible. En France, nous, la quotité disponible est évaluée au décès, avec les biens que le décujus a transmis ou qui constituent son patrimoine. Comment vous faites-vous en Suisse pour que... comment marche cette évaluation au moment du décès Alors, il y a deux... Votre question est parfaitement pertinente parce que ça nécessite d'être un peu plus précis dans la réponse que ce que j'ai été en disant que ça augmentait la quotité disponible. Ça augmente la fraction de la quotité disponible. En termes d'évaluation, en simplifiant, si vous voulez, pour vérifier le calcul des réserves, on prend la masse à partager qui inclut les rapports évalués au jour du décès. On rajoute les réunions, donc les libéralités non rapportables évaluées au jour du décès, à part pour le cash, mais en simplifiant. Donc, si vous voulez, la masse de calcul, même chose, on va devoir la connaître au moment du décès. Par contre, c'est la fraction. Nous, on a, si je vous prends l'exemple classique de papa, maman et deux enfants, la réserve, si vous voulez, pour les deux enfants ensemble, c'est un quart. Ils ont chacun un huitième de réserve. Si vous avez un des enfants qui renonce à sa réserve, vous avez la quotité disponible d'une demi qui va augmenter de 1/8. Puis c'est quand on parle d'augmentation de la quotité. Donc votre question était parfaitement pertinente. C'est l'augmentation de la fraction, pas directement de la masse.